Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14h30. On va essayer s'efforcer de tenir l'horaire. Donc, nous sommes ici au local du Mouvement européen Pas-de-Calais. Je suis François Vier, le président de cette association. Bienvenue à Arras. Et vous allez assister donc à une visioconférence en deux parties, qui va commencer par trois interventions d'une quinzaine de minutes chacune. Et en deuxième partie, un débat entre 5 intervenants qui vont vous être présentés par notre modérateur. Cataline Lambadourou, bonjour et un grand merci d'être là. Vous êtes correspondante de plusieurs journaux à Bruxelles. Vous êtes également animatrice ou chroniqueuse, je ne sais pas comment dire, de C'est la faute à l'Europe, une émission que nous adorons, que nous écoutons sur France Info toutes les semaines. Et donc, vous avez accepté de modérer ce débat et merci encore. Donc, prendre en charge la modération, je vais me taire, je vous laisse la place. Je vous retrouve pour un mot de conclusion, simplement à la fin de la... Merci encore. Merci beaucoup François, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette conférence. Merci à tout le monde d'être ici dans cette conférence un peu virtuelle, mais grâce à quoi nous pouvons quand même débattre de ce sujet important, le plan de relance, malgré toutes les mesures qui nous ont été imposées, que ce soit en France ou en Belgique. Alors, comme vous l'avez dit François Vier, comme vous a expliqué François Vier, pardon, cette conférence débat va être structurée en deux parties. La première partie d'une heure environ permettra à trois intervenants, trois illustres européens, les trois grands experts des questions européennes, de nous donner en quelque sorte un exposé d'un aspect particulier de la manière dont l'Europe a fait face à la pandémie. Alors nous aurons donc Sébastien Maillard qui nous parlera en premier, puis Adina Revol et Bernard Guetta que je présenterai tout de suite. Alors deuxième partie, nous accueillerons deux nouveaux intervenants. Elle devrait durer 1h15, 1h30 grand maximum. Et là, nous laisserons place au débat. Donc, vous pouvez poser vos questions. J'aurai des questions et j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que beaucoup de questions se posent évidemment autour de ce grand plan de relance qui est quand même une première dans l'histoire de l'Union européenne. Alors, nous allons commencer donc avec Sébastien Maillard, qui est le directeur de notre Europe, de l'Institut Jacques Delors. Merci beaucoup Sébastien Maillard d'être avec nous aujourd'hui. Alors, votre exposé, ça va être un peu de nous montrer comment l'Union européenne a fait face à la pandémie. On sait qu'elle n'a pas de compétences vraiment en termes de santé, mais elle a réussi à mettre en place un certain nombre d'instruments, donc l'aspect sanitaire. Je vous laisse la parole, c'est moi qui coupe mon micro et je vous laisse la parole pour 12-15 minutes maximum, s'il vous plaît. Essayons d'être disciplinés pour que nous ayons après le temps du débat. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci et merci à François Vier aussi pour cette invitation. Je suis heureux de retrouver le très dynamique mouvement européen à Pas-de-Calais. On aurait bien sûr tous préféré se retrouver dans la belle ville d'Arras, dont j'aurais voulu revoir les grands places, mais la deuxième vague du Covid, effectivement, nous retient tous sagement chez nous derrière nos écrans. L'Europe face à la pandémie, c'est d'abord en fait effectivement cela actuellement, à travers notre continent, au moment où on parle, notre continent qui est l'un des plus sévèrement touchés par ce virus. L'Europe dans la pandémie, c'est près de 300 000 morts en Europe. Ce sont des Européens confinés chez eux, plus ou moins partiellement, de l'Irlande à la Grèce, en passant par l'Allemagne, et de la Lituanie à la France, en passant par la Hongrie. L'Europe face à la pandémie, c'est ce nouveau quotidien, plus ou moins longuet, des Européens qui circulent masqués, qui télétravaillent ou qui se retrouvent au chômage partiel ou au chômage tout court. Tout ce que nous sommes en train de vivre ensemble actuellement va marquer notre continent, va même imprimer la mémoire collective des nouvelles générations et est en train de transformer l'Union européenne, son économie, même la conscience de nous-mêmes, même si c'est bien sûr trop tôt en fait pour prendre la mesure du choc qui est en cours. Alors c'est vrai que l'Union européenne est habituée aux crises. Je dirais, on est même en train d'en vivre une ces jours-ci autour des vétos hongrois et polonais qu'on espère bien surmonter. En fait, nous avons connu même plus d'une décennie de crises, depuis la crise financière 2008, la crise grecque en 2010, qui est devenue la crise de la zone euro, la crise migratoire qui est toujours non résolue, la crise du Brexit qui va bientôt connaître peut-être son épilogue. La différence dans la crise actuelle du Covid, c'est vraiment celle qu'on a le moins vu venir. Souvenez-vous, il y a eu un Conseil européen, le dernier, qui était en présentiel avant la pandémie, c'était les 20-21 février.
Il portait déjà d'ailleurs sur le budget européen. Et si vous regardez, j'ai regardé exprès les conclusions avant, il n'y avait absolument rien sur la crise sanitaire qui allait bientôt voir les Européens être confinés chez eux pendant juste les semaines suivantes. Donc c'est vrai que on a été pris de court. Il y a eu un effet de surprise générale, un sauf qui peut chaotique. Et le mois de mars 2020 a donné, je pense, un mauvais spectacle de l'Europe avec un rétablissement des frontières sans prévenir ses voisins, ni même notifié à la Commission, la libre circulation des produits alimentaires et des équipements de protection qui étaient obstrués. On se souvient de l'affaire de ces quelques 680 000 masques venant de Chine pour l'Italie qui avait été bloqué en République tchèque. Et alors l'Italie, qui a été le premier pays le plus touché en première ligne, n'a alors, encore une fois, pas trouvé la solidarité européenne qu'il était en droit d'attendre. Et on se souvient que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'en est publiquement excusée par la suite. Donc, face à la pandémie, l'Europe a d'abord été dépassée par les événements. Ça, il faut tout à fait le reconnaître. L'Europe a redécouvert ses maigres compétences d'appui en matière de santé humaine. Souvenez-vous qu'un commissaire européen à la santé, c'est relativement nouveau. Il n'y en avait pas avant 1999 et ça a été créé, ce poste, après la crise de la vache folle. On s'est retrouvé sans indicateurs communs, sans même façon, même on n'arrive pas à compter nos morts de la même façon. Les obligations de quarantaine sont très variables d'un pays à l'autre. Une agence à Stockholm de prévention et de contrôle des maladies qui est chargée de donner des avis scientifiques, on a vu aussi qu'elle avait des faibles moyens. Mais une fois que les esprits se sont ressaisis, qu'on a pris un peu plus la mesure de l'événement, je crois que la réactivité a progressé. Des mesures de solidarité ont pris forme concrètement. Ce sont par exemple le fameux transfert de patients français vers l'Allemagne, vers le Luxembourg, vers l'Autriche ou la Suisse. Sur financement européen, des infirmiers roumains ont été envoyés en Italie, par exemple. La coordination a pris forme des réunions régulières de ministres de la Santé et des premières mesures pour se protéger ont eu lieu. Par exemple, la Commission a limité l'exportation en dehors de l'Union européenne de kits de tests, de blouses ou de gants ou de respirateurs pour éviter d'avoir des pénuries là-dessus en Europe. On a réussi à mieux se coordonner aussi pour le déconfinement, souvenez-vous, autour du 15 juin, et aussi pour établir une liste commune de pays, non contraignante, mais quand même des ressortissants qui ne pouvaient pas rentrer dans l'Union européenne pour des voyages dits non essentiels, autrement dit les touristes. Mais c'est vrai que c'est surtout sur le plan économique que la réactivité a été la plus massive et ordonnée, et ce sera, je crois, l'intervention juste après la mienne. Mais à ce propos, je voudrais juste, permettez-moi de noter sur le plan social la création d'un instrument temporaire de soutien aux dispositifs nationaux de chômage partiel, le mécanisme SURE, S-U-R-E, par des prêts à très faible taux d'intérêt, et qui peut peut-être être l'embryon de réassurance chômage. On pourra y revenir dans le débat. Je crois que s'il y a eu une bonne réactivité économique européenne face à la pandémie, ça peut expliquer cette fois-ci peut-être pour trois raisons. D'une part, l'ampleur, la nouveauté, l'urgence d'une crise sanitaire qui touche directement les Européens, si je puis dire, dans leur chair, avec là une question de vie ou de mort. C'est la première raison. La deuxième, c'est qu'effectivement, la crise de l'euro était passée par là et on a vu les dangers de soutenir trop peu, trop tard. Donc, il y a eu plus de réactivité des institutions dans ce cas-là. Et puis, troisième raison importante, c'est que cette fois-ci, peut-être que là, cette crise, c'est la faute à personne. On ne peut pas dire que c'est la faute des banquiers ou la faute des Grecs ou la faute des Brexiteurs. Il n'y a pas ce qu'on appelle en économie l'aléa moral. Et ça a beaucoup joué aussi, je dirais, pour faciliter cette réactivité économique. Les États de l'Union aussi ont ressenti peut-être au plus près leur interdépendance entre eux pour besoin de se relever, mais aussi leur dépendance à l'égard, je pense à des pays comme la Chine ou l'Inde, pour la production de médicaments, pour les équipements de protection, cette fameuse guerre des masques, pour se procurer les principes actifs chimiques qui sont nécessaires à la fabrication de médicaments. Donc l'Europe face à la pandémie, c'est une Europe qui réalise soudainement qu'elle ne fabrique plus 1 gramme de paracétamol sur son sol depuis une dizaine d'années, à la différence par exemple des États-Unis. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'il y a une prise de conscience du besoin d'une Europe de la santé. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par Europe de la santé? Parce qu'effectivement, c'est peut-être aujourd'hui plus un slogan qu'une réalité. En réalité, d'ailleurs, c'est une vieille idée. Elle remonte même à 1952, parce que à l'époque, dans la foulée de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le même Robert Schuman avait aussi proposé une Europe de la santé. Déjà, en tout cas, il avait porté cette initiative sans lendemain, sans plus de lendemain que la Communauté européenne de la défense.
Donc l'Europe de la santé, effectivement, aujourd'hui, ça reste peut-être un peu comme on dit pour l'Europe sociale, quelque chose qu'on voudrait faire, mais on ne sait pas exactement par quel bout le prendre. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas effectivement de donner des compétences directes de gestion des soins de santé au niveau européen. On sait que c'est une compétence nationale, même souvent parfois régionale aussi, dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne. Donc, quelle est la plus-value européenne? Quelle est la valeur ajoutée de l'échelon européen en matière de santé? Je crois que c'est intéressant de regarder les propositions que la Commission a faites la semaine dernière, le 11 novembre, des propositions d'initiative, je crois, importantes pour voir qu'est-ce qui va peut-être, comment on fait mieux face à de telles situations. D'abord, en ce qui concerne la coordination entre États, effectivement, c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prépare, et si on veut éviter une nouvelle cacophonie comme celle que je rappelais, la Commission prévoit des critères, des indicateurs communs, un partage des données, de faire aussi l'équivalent de comment on a pu faire sur les banques systémiques des stress tests, c'est-à-dire des exercices grandeur nature pour auditer les plans nationaux de réaction aux menaces sanitaires transfrontières. Un autre instrument de coordination, ce serait de créer un réseau de laboratoires de référence à travers l'Union pour standardiser les diagnostics, valider les tests sérologiques, le dépistage, le traçage. Bref, en fait, qu'on arrive à parler le même langage sanitaire et qu'on reconnaisse mutuellement nos actions. Alors, pour muscler cette coordination, parce que une coordination, ça s'organise, mais aussi il faut parfois une agence qui vraiment en a la charge, et aussi peut-être pour la rendre plus verticale quand c'est nécessaire en situation de crise, l'Union européenne pourrait être amenée à pouvoir déclarer une situation d'urgence qui lui permet d'accélérer la constitution de réserves et l'approvisionnement en produits critiques. La verticalité aussi, ce serait dans l'achat de matériel. On a vu pendant cette première vague, ça a montré l'intérêt des achats groupés de matériel via la Commission. Et il y a sur la table des propositions la semaine dernière une procédure de passation commune des marchés européens qui soit plus rapide en cas de crise, quitte à faire quelques entorses aux conditions habituelles de concurrence lorsque les ressources sont limitées. Ces propositions législatives dont je parle sont à compétence égale, sans changement de traité, mais avec une nouvelle institution, une énième agence européenne pour conduire la coordination qui prendrait le nom de HERA, le nom de la déesse grecque, HERA, une nouvelle agence sur le modèle de ce qu'on appelle aux États-Unis le BARDA, l'autorité américaine biomédicale, qui servirait justement à l'achat groupé et anticiper de médicaments, de vaccins et de développer les capacités de production médicale en Europe. Je sais qu'une proposition pour cette agence est attendue l'année prochaine et peut-être qu'elle rentrerait en fonction en 2023. En tous les cas, c'est l'objectif. Mais il y a des agences déjà européennes qui existent et le but aussi est là de les renforcer, notamment en personnel. Je pense bien sûr à l'Agence européenne du médicament, c'est celle qui autorise leur mise en circulation sur le marché européen, et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, donc l'agence de Stockholm dont je parlais, qui verrait ses effectifs augmenter. Et cette autorité, notamment, centraliserait justement les données pour mieux les comparer et arriver à formuler des recommandations par pays, voire à épauler directement un pays par l'envoi d'une task force lorsqu'il est vraiment en crise. Je crois qu'il y a un autre domaine aussi où la plus-value européenne est évidente, c'est sur la recherche du vaccin. On est en plein dedans. Des dizaines de milliards du programme européen de recherche Horizon 2020 d'ailleurs ont déjà servi pour financer l'effort de recherche scientifique afin d'arriver à mieux cerner et à comprendre ce virus. Et on se souvient aussi que l'Europe a pris conscience aussi de sa responsabilité mondiale pour garantir un accès de ce vaccin au monde entier via l'OMS. Et on se souvient de l'organisation d'une journée mondiale de donateurs le 24 avril, qui a permis de lever 15 milliards d'euros. Sur le vaccin toujours, la Commission assure depuis la mi-juin environ des préachats de doses. Elle a signé à ce jour 5 contrats avec des laboratoires pharmaceutiques pour précommander, commander donc en avance près de 2 milliards de doses et organiser déjà un peu anticiper leur distribution équitable entre les pays de l'Union européenne. Et je crois qu'un 6e contrat est en cours de négociation. Il reviendra à l'Agence européenne du médicament d'homologuer le futur vaccin qu'on espère pour bientôt. D'ailleurs, je voyais que Ursula von der Leyen a annoncé pas plus tard qu'hier que 2 candidats vaccins pourraient recevoir l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans la 2e quinzaine de décembre, le mois prochain. Mais à terme, dans les propositions d'évolution d'Europe de la santé, l'Agence européenne du médicament pourrait aussi coordonner les essais cliniques
pour des vaccins et prévenir plus encore la pénurie de médicaments dans l'Union européenne. Mais dans l'immédiat, je crois que le premier nouveau test grandeur nature de coordination des 27, ça va être pendant la période des fêtes de Noël, pour célébrer Noël en toute sécurité, autoriser des déplacements entre pays sans pagaille, en levant prudemment les restrictions. En tout cas, c'était déjà la discussion du Conseil européen virtuel en visioconférence hier soir. Il y a donc une Europe de la santé qui est en train de se dessiner. Et en 2 mots, je dirais pour résumer et conclure, c'est coordination, c'est-à-dire assistance d'urgence pour prêter main forte en temps de crise, et prévention, anticipation et recherche, je dirais en temps normal, hors épidémie. Et c'est effectivement ce temps normal, hors épidémie, que nous attendons tous déjà avec maintenant une certaine impatience. Merci. Merci beaucoup, Sébastien Mayer. Vous avez été extrêmement clair et concis. Merci.